Nakala en fait. Donc là vous avez des vidéos, il y a des carnets de terrain, vraiment Nakala peut accueillir toutes sortes de données, même des données 3D si vous en avez besoin. Donc images, vidéos, textes, tout ça est compatible avec Nakala. Et puis vous avez ce petit plugin qui peut vous permettre de montrer, d'avoir un petit site internet en fait, et de montrer une partie de la collection pour valoriser un peu votre travail de recherche. Je vous en montre un autre sur les archives de Raymond Weil, où là vous voyez une fois, alors parfois c'est pas beau, c'est vrai, c'est une liste, vous voyez une liste, il y a parfois un bandeau un peu sympa, et puis après quand vous avez un onglet ressources, vous cliquez dessus et il y a une liste. Alors c'est vrai qu'il y a mieux en termes de visuel. Vous voyez quand vous cliquez dessus, vous pouvez aussi avoir accès à la donnée. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une fonctionnalité de Nakala, puisque hier tu as parlé de 3IF, que nous avons installé aussi à Humanum des serveurs 3IF maintenant, qu'on peut utiliser avec Nakala, et on travaille aussi sur un projet pour utiliser davantage cette technologie, notamment pour la 3D, pour les visualisations 3D. Donc ce que je voulais dire avec ça, c'est vrai que je ne sais pas comment vous pouvez le percevoir, c'est très aléatoire. Je pense que quand on a un beau projet qui est financé, on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir un site aussi basique derrière, mais ce qui est très important pour nous, c'est de séparer vraiment l'endroit où sont stockées les données d'après la manière dont vous les montrez. La super mauvaise pratique, c'est de créer un site de WordPress et de mettre vos données dedans. Un jour le site tombe, bye bye. OVH brûle, comme c'est arrivé, je sais pas, il y a quelques mois. Fini, les données. Donc, après, rien ne vous empêche, il y a des connexions avec WordPress, entre Nakala et WordPress, si vous avez les moyens, si vous connaissez la technologie, ou si votre financement vous permet de vous payer un ingénieur pour vous faire un super site, vous pouvez le faire. Mais au moins, vous êtes sûr que vos données qui sont dans Nakala seront stockées de manière sécurisée. Après, la manière dont vous les montrez, bon, cela dit, j'espère qu'on sera en mesure de faire des choses un peu plus attrayantes, peut-être avec ce module, mais la priorité, c'était vraiment d'améliorer les fonctionnalités et capacités de Nakala pour l'heure. Je vous ai mis quelques ressources parce que je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup à l'appropriation avec le pôle accompagnement des données. Alors je vous ai rappelé tout simplement l'adresse de Nakala. Toute la documentation qui a été récemment refaite sur Nakala est accessible aussi en ligne. Quand vous allez sur le site du Manum, vous trouvez ça à l'onglet ressources, mais bon là je vous ai mis directement l'URL. Et puis aussi dans le cadre d'un projet européen, je voulais signaler, je vous mettrai les liens des vidéos plus tard, peut-être Emmanuel, je te renverrai tout ça, parce que là j'ai juste des images. Je voulais saluer le travail de ma collègue Alice, qui est vidéaste. On a la chance de collaborer avec elle, parce qu'on n'avait jamais fait avant non plus, et on a créé des petites vidéos qui peuvent vous servir, qui sont assez généralistes sur plusieurs thématiques liées à la science ouverte et à la vérification des données. Par exemple, il y a des vidéos qui expliquent ce qu'est une donnée, mais en fait je pense que ça je vais en parler plus tard. Mais en tout cas, il y a une vidéo dédiée à la vérification des données, et vous pouvez voir notamment un petit outil qu'a créé le consortium Humanum Cahier, qui est un consortium qui s'occupe de corpus d'auteurs qu'Elisabeth connaît très bien puisqu'elle est membre du conseil scientifique. Et là, on a créé une petite vidéo qui vous explique la manière dont ils se sont appropriés l'API de Nakala pour construire un petit outil pour déposer en masse des données dans Nakala, ce qui faisait partie aussi des fonctionnalités qui n'étaient pas encore développées à ce moment-là. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de ce projet dont je vous parlais, qui s'appelle EOSC Pilar. Et nous avons aussi mis en ligne des modules de formation sur l'utilisation des outils Humanum. Et plusieurs modules sont consacrés à Nakala. Donc pour le moment, ce sont des ressources un peu minimales, c'est pas de jolis tutoriels que nous allons faire aussi grâce à Alice,
Mais quand même, ça vous permet d'avoir accès, de vous auto-former, d'aller regarder par vous-même et d'avoir quand même des pas à pas qui peuvent vous aider à la fois à comprendre vraiment ce que permet l'outil et puis tout simplement à vous en parler et puis à l'utiliser vous-même. Alors voilà le point sur lequel je voulais sans doute insister le plus et qui me semble être une ressource importante pour vous et puis à la fois j'espère aussi que vous pourriez nourrir ce que font les consortiums du Manum. Donc les consortiums du Manum, je précise parce qu'aujourd'hui consortium, il y a des consortiums partout en fait, hein. Consortium W3, consortium... Donc là c'est des consortiums que l'on finance pour 4 ans. Donc ce sont des chercheurs, des ingénieurs, des archivistes, des documentalistes qui se réunissent autour d'un objet commun ou de pratiques méthodologiques communes liées aux humanités numériques et qui proposent un programme scientifique de travail sur 4 ans pour faire avancer effectivement certaines thématiques. Et nous les finançons pour 4 ans. Ça représente un tiers du budget du Manum quand même, donc c'est pas rien, ça fait vraiment partie de notre identité en fait, d'avoir ce genre de communauté. Ça nous permet d'être au plus près, comme je vous le disais, des besoins des utilisateurs, même si on a quand même avoir conscience qu'on ne couvre pas avec 9 consortiums toute la palette des sciences humaines et sociales, ça n'est pas possible, donc c'est aussi pour ça qu'on travaille après en coordination avec d'autres points relais comme des facultés, des maisons des sciences de l'homme, d'autres infrastructures vers lesquelles on peut orienter et qui ont des services spécifiques que l'on n'aurait pas par exemple. Donc je vous passe en revue très rapidement ces consortiums et je vous inviterai, après je vous ai fait juste une petite capture d'écran de notre site parce que je vous invite vraiment à aller explorer par vous-même ce que fait chaque consortium. Vous trouverez le carnet de recherche ou le site internet de chaque consortium sur notre page à l'onglet consortium Manum et voilà, vous tomberez sur ce petit visuel et en cliquant sur les logos, vous pourrez avoir plus d'informations sur les consortiums du Manum. Je vais commencer par les derniers nés, ceux qu'on a labellisés en janvier. Donc vous avez le consortium Canva, et là j'ai parlé, je ne me rappelle plus qui, mais quelqu'un pour lequel ça pourrait être très intéressant. C'est un consortium pour l'annotation, l'analyse et l'archive de la vidéo appliquée aux activités scientifiques. Donc là, on a un champ qu'on n'avait pas du tout couvert, qui est plutôt dédié aux activités pédagogiques, avec cette annotation, ce consortium d'annotation vidéo qui propose déjà un outil qui s'appelle Celluloid, mais qui va avoir aussi d'autres axes de recherche. Je vous invite à aller regarder. Le consortium d'ISTAM, qui sera représenté, qui est déjà en partie représenté ici, mais qui sera là. Bon, tant pis. Je vous invite quand même à aller sur leur site internet. Donc, Digital Studies Africa, Asia, Middle East, c'est donc un consortium sur les études aréales, plus spécifiquement autour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Le consortium qui va beaucoup intéresser ici, j'ai pu comprendre qu'il y avait pas mal de linguistes, en tout cas les personnes à qui j'ai parlé, parmi elles, plusieurs étaient linguistes, donc il s'appelle Corli 2, Corpus, Langue et Interaction 2, parce que c'est une nouvelle phase de labellisation pour ce consortium. Et comme je sais, je ne veux pas être discriminante, mais comme je savais qu'il y avait pas mal de linguistes, je vous en parlerai un tout petit peu plus après. Ensuite, on a un consortium intéressant aussi qui a été assez novateur au moment de sa première labellisation, qui est le consortium 3D SHS, qui réfléchit à l'interaction entre toutes les technologies 3D et l'application de ces technologies aux sciences humaines et sociales. Donc là, on a un consortium qui est un peu plus transversal, un peu plus interdisciplinaire, ce qui est peut-être moins le cas que les autres. On vient de labelliser le consortium, un consortium de musicologie. Donc là, c'est pareil, il avait été labellisé il y a quelques années, puis il s'est arrêté, et là, il y a un nouveau projet qui est en cours, notamment pour travailler
puisque vous avez fait de la TEI ce matin aussi, ou c'est TEI. Ah, c'est demain la TEI. C'est notamment pour travailler sur les partitions musicales, sur l'écriture de la musique, avec un langage comme celui de la TEI, mais pour la musique, qui s'appelle la MEI, Music Encoding Initiative. Le consortium MASA, qui est un consortium d'archéologues, très intéressant aussi, qui travaille beaucoup sur la sémantisation des données archéologiques, c'est-à-dire la manière, les processus qui permettent de lier ces données, de les associer avec d'autres données grâce aux technologies du web sémantique. Nous avons un consortium de géographes également, qui travaille surtout sur les cartes et photographies pour les géographes, donc beaucoup sur les questions d'archivage aussi. Ils ont notamment créé une plateforme qui s'appelle Navigae, que je vous citerai à nouveau tout à l'heure, qui permet de géoréférencer des faits, des cartes, des documents. Donc voyager un peu à travers l'espace et le temps avec cette plateforme. Un consortium de médiévistes qui touche bientôt à sa fin, travaille beaucoup sur les référentiels, l'alimentation. Et puis le consortium, c'est un des derniers aussi finalement, le consortium Paris Time Machine, qui comporte beaucoup d'historiens et qui travaille sur les référentiels historiques de la ville de Paris, la géolocalisation également, donc beaucoup de SIG dans ces consortiums. Donc je vous montre ce que ça peut donner lorsque vous irez chercher par vous-même sur les sites. Pour le consortium Corly par exemple, vous voyez que si vous cliquez sur l'onglet ressources, il y a par exemple un inventaire des outils disponibles pour les linguistes, et il y a une palette évidemment de traitements qui sont très différents les uns des autres, donc vous n'avez pas forcément besoin des mêmes outils selon vos objets de recherche, mais en tout cas il y a une liste très exhaustive de logiciels, de guides, aussi de documentation qui peuvent vous être utiles. Donc là je vous laisserai vraiment explorer, il y a aussi des formations qui sont accessibles en ligne. Vous avez sur l'onglet Bonnes pratiques des guides méthodologiques que vous pouvez vous approprier également, et puis bien sûr auquel vous pouvez contribuer. Le consortium Corly est joignable pour ça. Il est en plus un centre K, donc un centre de connaissance de l'infrastructure européenne Clarine. Donc, je reviendrai rapidement tout à l'heure. Infrastructure importante, n'est-ce pas, parce que sans Clarine on ne se serait pas connu, Emmanuel, et qui est dédié. Donc ce centre, il est là pour répondre, pour fournir un espace pour répondre à des questions méthodologiques que se posent les linguistes. Donc vous pouvez aussi, même si vous ne faites pas partie de ce consortium européen, en revanche, vous pouvez solliciter Corly pour répondre à certaines de vos questions, parce qu'ils ont été labellisés pour ça. Donc c'est leur boulot. Alors voilà ce qu'on peut trouver. Alors je ne fais pas l'inventaire parce que selon les consortiums, donc il y a une expertise disciplinaire qui est très forte, comme je vous l'ai dit, même si on travaille beaucoup à l'interdisciplinarité, il y a quand même par consortium des disciplines, disons, principales qui sont représentées. Et puis vous trouvez aussi une expertise technique. Donc je rappelle, les consortiums ils sont labellisés pour 4 ans, mais certains ont renouvelé leur demande, donc certains existent depuis une dizaine d'années, donc ça veut dire qu'ils ont accumulé quand même pas mal de savoir et d'expertise scientifique, technique. Donc vous avez un petit aperçu ici. Et puis aussi, lorsque c'était nécessaire, ils ont développé des outils adaptés à leur communauté, aux besoins de leur communauté. Alors quand je dis développement des outils, là aussi c'est pas forcément, on ne demande pas quand on labellise, c'est pas moi qui labellise, quand le conseil scientifique du Manu labellise un consortium, on ne demande pas de créer des outils parce qu'on a une infrastructure numérique qui fournit des services numériques. Il faut que ce soit justifié. Parfois il y a des choses qui existent déjà, que les communautés qui
qui répondent à des besoins de communauté, mais il y a besoin de développement pour adapter, pour que ce soit plus facile. Par exemple, c'est le cas de Eurist. Cet outil existe déjà, on n'a rien fait avec Eurist. Enfin, on les héberge, on a discuté effectivement avec Yann Johnson. Il y a un de nos consortiums, donc, qui est Paris Time Machine, qui s'est vraiment approprié l'outil pour le faire évoluer aussi. Et donc ça a renforcé nos liens. Et ça m'a fait penser aussi en écoutant hier les présentations, que je pense qu'on pouvait aller plus loin pour finaliser la traduction de l'interface en anglais, notamment avec l'aide de notre consortium, par exemple. Donc voilà, quand il y a des choses qui existent, il peut aussi s'agir d'investir du temps pour les adapter et que ce soit plus facile à la communauté de s'approprier les outils. Donc vous avez des exemples là, comme avec la TEI, Kali a beaucoup travaillé à écrire ou à modifier certains schémas, à travailler sur des headers, je crois en TEI, qui leur manquaient. Et pour autant, ils ne voulaient pas, voilà, ça leur était utile d'utiliser la TEI. Vous avez la publication de guides de bonnes pratiques, comme je vous le disais, là vous retrouverez tout sur les sites internet en question. Vous avez un consortium d'archives des ethnologues qui vient de se terminer, qui fournit une plateforme de transcription collaborative qui s'appelle Transcrire, que vous pouvez tout à fait vous approprier aussi. Ici, je vous ai mis le petit visuel là, Nakigae, j'en ai déjà parlé. Le consortium 3D, donc je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui utilisent ou qui font de la modélisation 3D, mais c'est tout un travail aussi de s'accorder sur des schémas de métadonnées pour archiver et préserver ces données 3D. C'est le travail notamment de notre consortium 3D SHS. Et un outil qui peut être intéressant pour vous aussi, ça s'appelle OpenTeso, et qui a été originellement construit pour les archéologues autour d'un vocabulaire qui s'appelle les pactols, que les archéologues connaissent bien, mais qui maintenant a été aussi, s'est ouvert à la littérature, je ne sais plus à quel autre champ il est appliqué, mais c'est un gestionnaire de thésaurus. Donc ça vous permet de créer votre propre thésaurus pour votre projet et de pouvoir le lier, aligner des vocabulaires avec des vocabulaires existants. Donc ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques dont on reparlera peut-être dans le reste de la semaine. L'Humanum Lab, donc finalement je vous l'ai pas mal décrit, donc c'est vraiment une nouvelle structure que l'on a mis en place pour réfléchir davantage, pour vraiment investir plus de temps sur certains outils. Vous avez en ce moment des preuves de concept qui sont développées, notamment autour de stylos. Il y a surtout des papiers qui ont été publiés, mais là aussi ça va prendre. Et surtout la nouveauté, c'est l'accueil de chercheurs et d'ingénieurs en résidence. Là aussi, je pense que c'est bien quand même d'en avoir connaissance, même si on lance tout juste le processus. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra rester en contact aussi, qui peut vous intéresser davantage. Alors là, ça peut faire un peu peur, cette slide, mais je vous la montre parce que Humanum, en tant qu'infrastructure de recherche étoile, se doit à cette mission aussi de participer aux infrastructures européennes de la recherche. Et là, je vais juste parler des trois qui nous concernent plus directement. Donc Daria pour les humanités et les arts, Clarine pour les ressources langagières, qui est en réalité plus large que la linguistique en fait, et Opéra pour la communication scientifique dans la science ouverte. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez... Ah oui, pardon, j'avais oublié cette slide. On a aussi, dans le cadre de cet engagement à participer à l'espace européen de la recherche, on est impliqué dans des projets européens qui sont financés par la Commission européenne. Et je vous mentionne les trois. Là aussi,
non pas pour vous expliquer très précisément tous les résultats, mais plutôt pour vous orienter vers certains résultats qui peuvent vous intéresser par ailleurs. Donc, je vais passer vite parce que ça, je pense que c'est pas nécessaire de le retenir. Donc d'abord, il y a le projet, ce projet choc qui a abouti, donc, puisque la première version est en ligne, à la création d'un marketplace pour les sciences humaines et sociales. Ça, par exemple, ça a été une tâche dans ce projet qui a été dirigé coordonné par DARIA, donc l'infrastructure européenne pour les humanités et les arts. Et là, ça sera à disposition par tout le monde. Donc ça va vous permettre, c'est comme un store, un Apple Store, vous pourrez chercher les données, les ressources de manière générale.